Gouinement lundi, votre phare dans la nuit. Alors, salut Nabintou, tu travailles pour l'association En Avant Toutes. Peux-tu te présenter et présenter ton rôle dans la structure ? Ouais, moi je m'appelle Nabintou et au sein de la structure En Avant Toutes, je suis chef de service chat. Donc j'encadre l'équipe de toutes les répondantes qui sont au chat et qui sont une dizaine. Peux-tu présenter l'association En Avant Toutes ? L'association En Avant Toutes, c'est une asso qui a 10 ans cette année et qui a pour objectif de lutter contre les violences faites aux femmes et plus particulièrement aux jeunes femmes et aux personnes LGBTQIA+. C'était en 2016, on a créé un chat de première écoute et d'orientation spécifiquement pour ce public, après avoir fait le constat qu'il existait plusieurs structures, notamment en Île-de-France. Donc le chat, il est national, mais on était plus en lien avec les associations franciliennes. Et elles nous ont dit qu'en fait, le public qui était un peu hors radar, c'était les jeunes femmes 15-25 ans et les personnes LGBTQIA+. Parce que toutes les structures qui étaient un petit peu visibles et qui accompagnaient les femmes victimes de violences conjugales, elles avaient une communication qui était plutôt une communication orientée vers la femme 40 ans, mariée avec des enfants et plutôt en couple hétérosexuel. Et du coup, il y a eu une grosse question autour de comment est-ce qu'on touche un petit peu le public qui est au radar. On sait que les jeunes vont sur le net. Ils posaient beaucoup de questions sur des forums, sur des blogs, ce genre de choses. Du coup, on a créé un site internet qui s'appelle Comment on s'aime, qui est un site internet qui parle de relations et qui parle pas forcément de violence, parce que les personnes qui viennent nous voir sur le chat, elles sont pas forcément conscientes qu'elles vivent de la violence quand elles viennent. Donc, on a créé ce site-là et adossé à ce site-là, il y a donc un chat de première écoute et d'orientation avec derrière des professionnels un peu champ psy, éduc, conseillère conjugale et familiale, juristes qui viennent répondre et orienter par la suite si nécessaire. Et qu'est-ce que ce travail t'a appris sur les violences, du coup plus spécifiquement sur les violences au sein des couples queer ? Alors nous, donc du coup en 2016, quand le chat a été monté, au départ c'était 2 après-midi par semaine et après assez rapidement il y a eu une plage horaire beaucoup plus élargie, notamment avec le confinement, parce que il y avait beaucoup de victimes qui étaient enfermées avec des personnes qui étaient agressives. Du coup on a eu pas mal de personnes qui sont venues et ce dont on s'est rendu compte, comme notre communication elle est tournée vers les personnes LGBT aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient sur le chat et qui venaient que sur le chat et qui n'avaient pas forcément conscience et de ce qu'elles vivaient et qui, même si elles en avaient conscience, il n'y avait rien autour parce que toutes les associations qui existent et qui accompagnent sur les violences conjugales, très majoritairement elles communiquent pour des couples qui sont hétérosexuels, pour des femmes hétérosexuelles. Et en plus de ça, même dans la façon dont on accompagne, c'est pas pensé en fait. Dans le milieu du social, on dit beaucoup monsieur, madame, enfin voilà. Et il y a même un impensé sur le fait que les femmes peuvent être violentes. Du coup, c'est un petit peu tout ça qu'on a vu sur le chat progressivement. Et il y a 1 an et demi, avec toute cette expérience, on a décidé de créer une permanence d'accompagnement physique qui est à Paris, mais qui peut concerner plus largement que les franciliens, franciliennes. Et c'est une permanence qui est à destination... alors, on l'a élargi là, plutôt personnes LGBT. Avant, on ne comprenait pas les hommes cis gays. Maintenant, ça concerne tout le monde. Mais c'est une permanence qui est dédiée à la communauté LGBT qui vit des violences conjugales ou des violences sexuelles. Enfin, je le précise parce qu'on a en plus de ça une expérience même physique, d'accompagnement physique de ces personnes-là. Ce qu'on a pu observer par rapport aux violences, c'est qu'il y a un gros tabou qui existe, notamment chez les lesbiennes, parce que c'est compliqué de parler de ce qui se passe de violent à l'intérieur de la communauté. Vous avez remarqué une différence entre le tabou chez les lesbiennes et chez les gays, du coup ? Comme au début, cette permanence, elle n'était pas forcément ouverte aux hommes cis-gays. D'accord. On a plus d'expérience sur les relations queer et plus spécifiquement les relations lesbiennes. D'accord. Après, de ce qui peut nous revenir de façon différente, pas pour les mêmes raisons. Il y a aussi un tabou chez les hommes gays. Mmh. C'est pas exactement les mêmes raisons. Ça va plutôt chercher le fait de pas être un homme quand on vit des violences, le fait de devoir se défendre et du coup de pas être assez fort si quand on vit des violences, on se retrouve en position de victime, qu'on n'est pas en mesure de répondre.
Là où chez les personnes en couple lesbien, il va y avoir plutôt cette croyance que c'est pas possible de vivre des violences quand on est en couple lesbien, qu'un peu quand on sort de l'hétérosexualité, on sort des violences en fait sexistes et sexuelles. Et du coup, c'est des personnes qui vont et soit se sentir en échec et pas forcément vouloir en parler parce que ça les renvoie potentiellement, pour certaines, à ce qu'elles ont pu vivre aussi dans des relations hétérosexuelles. Soit pas vouloir en parler parce que c'est à l'extérieur de la communauté, parce que c'est pouvoir donner un peu le bâton pour critiquer cette communauté qui est victime hyper largement de lesbophobie, d'homophobie. Comme si quand on est gay ou lesbienne, il fallait qu'on soit un peu exemplaire dans la manière d'être en couple et qu'on ne peut pas se permettre finalement de se délégitimer en parlant à quelqu'un des violences au risque de se prendre un de toute façon je te l'avais dit. Je te l'avais dit ou du coup c'est pas que les hommes. Voilà. Et du coup tout le combat féministe et toute la dimension systémique de d'où viennent les violences, par qui elles sont portées, pourquoi, etc. Et c'est comme si ça s'effondrait, alors qu'au final, on peut se dire que dans les relations lesbiennes, la violence, elle n'est pas forcément systémique, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais effectivement, elle n'est pas permise, elle n'est pas mise en place par le système. Pour autant, quand on vit dans une société qui est sexiste, toutes les personnes au sein de cette société, elles grandissent, elles évoluent dans de la violence, elles sont capables de la reproduire, peu importe l'orientation sexuelle, le genre, etc. Donc, c'est faux de dire que ça n'existe pas. Le caractère systémique n'est pas présent, quoi. Le caractère systémique serait moins présent, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler. Ouais. On a aussi appris que c'est un public qui est victime, en fait. C'est un public qui, avant de parler de violence conjugale, c'est des personnes qui ont vécu de la lesbophobie, c'est des personnes qui ont peut-être vécu du rejet dans leur famille, qui ont peut-être vécu des violences dans l'espace public, etc. Et du coup, ça fragilise beaucoup. Et c'est des personnes qui, quand elles ont voulu en parler, en général, n'ont pas forcément été écoutées. Du coup, aller vers des institutions qui sont homophobes et qui sont potentiellement sexistes, que ce soit volontaire ou pas, c'est très compliqué. Même quand il y aurait une volonté de le faire, ça se passe pas. Et il y a beaucoup d'initiatives communautaires qui existent, et c'est essentiel en vrai, mais qui sont souvent pas forcément suffisantes, parce que quand on s'accompagne entre pairs, ça peut, et que tu connais la copine etc., ça peut arriver à des choses qui sont pas optimales du tout. C'est pour ça que c'est nécessaire qu'il existe des espaces aussi qui prennent en compte le vécu des femmes lesbiennes, mais qui puissent faire un travail qui soit un peu plus du travail social, en fait. Même si le travail entre pairs est très intéressant, mais du coup, c'est bien qu'il existe d'autres espaces pour pouvoir justement sortir de là et aussi pouvoir faire entendre cette parole-là ailleurs, plutôt que dans des espaces où on va peut-être dire alors du coup, on va faire en sorte que vous vous rencontriez pas en manif ou ce genre de choses, mais parfois c'est pas suffisant pour une victime de faire des compromis en permanence, quoi. Donc, au sein même de la communauté, quoi. Parfois, ça peut amener à une forme d'isolement aussi de certaines victimes. Et parfois même, il y a besoin, et comment ça s'appelle, violence en milieu queer. Il y a un compte Insta d'une meuf lesbienne qui parle des violences conjugales qu'elle a pu vivre. Et elle, ça a été des violences physiques. Et parfois, c'est nécessaire aussi, même si on n'est pas toujours fan de la police, etc. Mais c'est nécessaire de porter ça devant la justice, etc. Parce qu'il faut se protéger, en fait. Oui. Tu parles de violences physiques. Comment elles se matérialisent concrètement, les violences conjugales, et comment on peut les reconnaître ? Alors nous, ce qu'on observait, c'est qu'il y a moins de violences physiques dans les couples lesbiens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence conjugale, il y a beaucoup de violences psychologiques. C'est des violences psychologiques, des violences verbales, des violences sociales, c'est-à-dire empêcher de voir ses potes, empêcher de voir sa famille, enfin même juste en culpabilisant, mais il m'aime pas, mais je trouve que ces potes-là, ils se moquent de toi, etc., ce genre de choses.
bout d'un moment, la victime, elle a l'impression que si elle fait le choix de pas voir ses amis ou certains membres de sa famille, c'est une volonté propre, alors qu'en réalité, c'est de la pression qui est mise par ailleurs. Donc ça, c'est des violences qu'on retrouve au final dans tous les cas de violences conjugales. Elles vont peut-être porter différemment dans le cas de couples lesbiens. Ce qui revient beaucoup des personnes qu'on a pu accompagner, c'est soit la biphobie, soit la lesbophobie. Ouais. Beaucoup dire mais de toute façon, t'es pas une vraie lesbienne parce que t'as eu des relations avant avec des hommes cis. Ou alors, si jamais la victime se reconnaît comme étant bi, je vais pas te laisser voir tes collègues, etc. Parce que comme tu es bi, tu pourrais... Enfin voilà, toute la dimension biphobe de les bi auraient une sexualité plus libérée, plus délurée, etc. Donc il va avoir ce type de violence un petit peu spécifique qu'on va retrouver. On va aussi retrouver évidemment tout ce qui est menace d'outing, voilà, auprès de la famille qui peut mettre en danger la personne. Ça peut être de la violence psychologique et après ça peut aller plus loin si ça met en danger la personne. Ce qu'on a pu aussi voir, auquel on ne s'attendait pas forcément, c'était aussi la pression vis-à-vis des enfants. On ne s'attendait pas forcément à voir des personnes qui venaient nous parler aussi de parentalité. Et il y a aussi tout un enjeu autour de... maintenant, la PMA est passée, mais évidemment, les couples lesbiens avaient des enfants avant. Hein. Et du coup, il y a tout un enjeu des mères sociales qui ne peuvent pas forcément voir leurs enfants si jamais la mère qui a porté l'enfant ne le veut pas et qui n'a pas pu avoir de processus d'adoption plénière. Donc ça peut être des configurations ou alors de la culpabilité sur la mère qui a porté l'enfant en lui disant « Ah ouais, mais du coup, tu as un lien privilégié avec l'enfant, c'est pas normal, c'est moi qui devrais l'avoir plus, etc. » Et donc ça, on a aussi vu arriver ce type de violences qui sont des violences psychologiques, mais un peu spécifiques, liées pour le coup aux couples lesbiens. Globalement, un petit peu les violences plus spécifiques, c'était celles-là. Avec les violences classiques qu'on trouve dans les couples hétéros. Ouais, dans tous les couples. Qui viennent s'ajouter finalement à ce type de violence. Un bon outil qui peut être intéressant et que vous connaissez peut-être, c'est le violentomètre, et qui est pas inclusif, mais qui est pertinent quand même, et où vraiment, donc c'est une espèce de petite réglette où on va du vert au rouge et où il y a ce qui est OK dans le couple jusqu'à ce qui est pas du tout OK dans le couple. Et donc ça va passer par demander le consentement dans le couple, ça c'est OK sur différentes choses, et puis après commencer à imposer des choses, à interdire des choses. Et donc c'est un petit peu ce que je disais, tout ce qui est violence sociale, violence sexuelle évidemment, violence physique, violence psychologique. Peut-être que du coup, tu peux me dire comment vous pouvez accompagner les victimes à sortir de la relation violente, comment on peut faire pour accompagner aussi, si on a une connaissance, une amie. Nous, du coup, quand les victimes, elles viennent sur le chat, donc ce que je disais, souvent, elles sont pas forcément conscientes de ce qui se passe. Et d'ailleurs, l'une des phrases qui revient souvent dans le cas de couple lesbien, c'est « si ça avait été un homme, je serais partie, mais là, comme c'est une femme, j'ai pas l'impression que c'est de la violence, ou alors je me dis oui, mais j'ai l'impression que, vu qu'il y a une connexion, notamment en termes de vécu traumatique, qui peut être plus importante, parce qu'enfin, on se retrouve face à une personne qui potentiellement a vécu de la lesbophobie, qui a vécu plein de choses similaires. On a tendance à se projeter un petit peu sur la personne, à projeter des choses sur la personne de son propre vécu et à avoir du mal à dire stop, en fait, à mettre plus clairement ses limites. Du coup, nous, quand les victimes, elles viennent sur le chat, elles sont, ou même au sein de la permanence, elles sont pas forcément toujours conscientes. Souvent, c'est pour parler, c'est parce que elles sentent qu'il y a des choses qui sont pas OK, sans oser. C'est souvent la problématique aussi des personnes qui ont été éduquées comme des femmes, ce manque de légitimité à dire ce que je vis et ce que je ressens est réel et légitime. Il va avoir tout un travail d'abord de définir à quel point la relation elle est dangereuse ou pas, pour savoir comment on oriente et à quel point on peut intervenir en fonction. Et après, il va avoir tout un travail de déconstruction, de donner des outils, comme par exemple le cycle des violences, qui est un cycle utilisé pour définir les violences conjugales, et où en fait, ces 4 phases, ça se trouve assez facilement sur Internet, ces 4 phases où on va passer de montée de la tension, acte violent, et ensuite ça redescend et on finit sur la lune de miel où tout va mieux, la personne agressive va avoir tendance à s'excuser, etc. Et du coup, ça va fortifier la croyance chez la victime que en fait cette personne peut changer, et du coup
on reste dans la relation et souvent c'est un cycle qui s'accélère avec le temps. Donc on leur donne ces outils-là, on leur dit voilà, le cycle des violences c'est ça, les stratégies de l'agresseur c'est ça, est-ce que vous vous reconnaissez dedans? Ça veut dire que vous vivez des violences conjugales, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, où est-ce que vous en êtes? Et je pense qu'une clé assez importante et pour les victimes et pour les personnes qui accompagnent, parce qu'on a aussi des témoins sur le chat, c'est respecter la temporalité de la victime. Parfois, en tant que témoin proche de victime, on se sent extrêmement impuissante. On aurait envie de la ramasser avec ses gosses. Mais pourquoi tu pars pas? Exactement. Et c'est pas la bonne solution. Donc de lui dire ou d'agir quand on est même témoin des violences, d'intervenir, c'est assez contre-intuitif, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Déjà intervenir, on sait pas ce qui se passe quand on part de l'appartement, par exemple. Est-ce que la personne agressive, elle va devenir encore plus agressive? Et parce que si jamais la victime, elle n'est pas à ce moment-là dans sa temporalité prête à partir ou prête à se dire qu'il y a un problème, juste ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va arrêter d'en parler pour pas entendre en permanence tous ses proches lui dire en fait il faut que tu partes, pourquoi tu restes, etc. Et du coup ça participe à l'isolement qui est une des stratégies de l'agresseur, isoler les victimes. C'est plus les victimes sont isolées, plus c'est compliqué de partir parce qu'elles sont toutes seules avec leur emprise. Et il y a personne qui leur dit mais en fait t'es trop forte, mais attends, mais tu peux t'en sortir. Et elles ont cette impression que jamais elles pourront s'en sortir sans l'autre. Ça c'est l'emprise. Et du coup en tant que témoin, le mieux c'est d'être là au calme, en toute tranquillité, d'envoyer des messages. Hey, comment ça va? Est-ce que tu veux sortir? Elle dit non. Souvent, elles disent non parce que c'est compliqué, parce que toute leur vie se recentre sur les violences qu'elles vivent et sur ce couple qui prend énormément de place. Et on recommence la semaine d'après, jusqu'à ce qu'à un moment donné, elles disent oui et qu'on puisse commencer à peut-être en parler si elles veulent. Et c'est toujours respecter la temporalité. J'ai aussi été répondante sur le chat avec les collègues que j'encadre maintenant. On en parle beaucoup de ça fait quoi comme frustration de savoir que parfois il y a même des enfants derrière. Mais en fait, c'est pas efficace. Il faut se dire qu'accompagner une personne victime de violence, c'est un petit peu comme une course de fond. Ça prend du temps. Ça peut prendre des années. En tant que témoin, il faut aussi nous, quand il y a des témoins qui viennent, on leur demande si elles sont suivies, si elles peuvent en parler dans des groupes d'amis, si elles peuvent en parler même à leur psy, si elles ont accès à un professionnel de la santé mentale. Parce que oui, ça peut être frustrant et du coup, il faut aussi être accompagné là-dessus. Le mieux, c'est juste d'être là et d'être à l'écoute et de montrer qu'on est disponible, quoi. Merci beaucoup. Les autres structures vers lesquelles on peut orienter, il y a le CIDFF de Paris, qui est un espace où on peut avoir accès à des personnes des juristes en fait, qui sont spécialisés dans l'accompagnement des femmes victimes de violences. Il y a une permanence queer qui est destinée aux personnes queer avec des personnes qui sont formées dessus, qui accueillent toute la communauté LGBT et spécifiquement sur les violences conjugales. Je pense que c'est écrit sur le site internet. En tout cas, c'est possible de téléphoner au CIDFF de Paris et de demander. Et parfois, ça peut être rassurant d'être avec des personnes qui vont pas mégenrer ou voilà, d'être avec des personnes qui sont formées sur le sujet. Exactement. Donc, il y a le CIDFF de Paris. Au centre LGBT de Paris, il y a aussi un groupe de parole, je crois, une fois par mois. C'est justement la personne qui a créé Violence en milieu queer, le compte Instagram qui a créé ça. Je pense que c'est précieux de aussi pouvoir en parler entre victimes lesbiennes. Alors, je ne sais pas si c'est que lesbiennes, il faudrait voir, mais en tout cas, il y a ça. Et après, nous, ce qu'on recommande également, c'est le réseau Ma Psy est lesbienne, qui est un réseau de psy formées, féministes, certaines formées dans le psychotrauma, qui peuvent pratiquer le MDR, etc. Ce réseau existe, elles sont vraiment top. Aussi, c'est des psy libérales, donc c'est payant, mais... Et au CIDFF de Paris, il n'y a pas une psychologue? Si, il peut y avoir une psychologue. Je ne sais pas si cette psy... Elle est spécifiquement si elle est formée sur l'accompagnement des personnes queer, par contre. Okay. Du coup, je sais que ça se met en place progressivement. Mais en tout cas, des structures spécialisées, ces trois-là, elles sont bien. Et pour les franciliennes, malheureusement, après, plus largement, je n'ai pas trop de ressources.
Et du coup, la police aussi, si on se sent en danger. Ouais, la police, si on se sent en danger ou même si on veut porter plainte parce que, voilà, à un moment donné, c'est nécessaire dans certaines démarches. Nous, ce qu'on conseille en général, c'est d'aller sur le chat de la police. La police a un chat où derrière, c'est des personnes formées aux violences sexistes et sexuelles. Et en plus de ça, ce chat permet il donne des rendez-vous en fait directement et du coup, ça évite d'aller en commissariat et d'attendre après la personne à qui on a de tomber sur l'équipe de nuit. Quand on est victime, plus c'est safe, mieux c'est. Donc voilà, le chat de la police, il est bien aussi. Voilà. Où est-ce qu'on peut vous trouver ? Pour retrouver le chat, le plus simple, c'est d'aller sur commentsem.fr, qui est du coup le site internet qui est lié au chat. Dès qu'on est dessus, le chat apparaît en haut à droite, et qui est aussi un site intéressant juste pour ce qu'il dit, parce qu'il parle de relations saines, il y a plein d'articles, des quiz, des trucs comme ça. Ça peut même être intéressant juste d'aller lire, même si on n'est pas prêt à parler. Et sur le site de l'association En Avant Toutes, enavanttoutes.fr, je suppose, il y a notamment l'adresse de la permanence, l'adresse mail. Et pour avoir accès à la permanence, il suffit juste d'envoyer un petit mail qui explique un petit peu la situation. Et juste pour refaire un point sur cette permanence, c'est une permanence d'accompagnement social et psychologique. Donc, ça donne accès à soit une travailleuse sociale, soit à une psy pour pouvoir parler de violences conjugales. Et le chat, il est ouvert toute la journée, toute la nuit ? Non. Le chat, il est ouvert de 10h à minuit du lundi au jeudi et de 10h à 21h les vendredis et les samedis. Donc si on veut parler de nos relations, si on a des doutes aussi sur la manière dont ça se passe dans notre couple, voilà, tout à fait. On peut tout à fait venir échanger avec des téléconseillers. On dit répondantes. Des répondantes. Et je l'ai peut-être pas précisé, mais c'est un chat où on permet d'avoir des discussions qui sont assez longues, puisque c'est entre 45 minutes et 1 heure. Et c'est un chat sur lequel on peut revenir, on donne un petit pseudo au début, et après, c'est possible de redonner son pseudo. Et puis nous, on a un petit suivi, on fait des fiches pour savoir un peu où on est la personne. Du coup, c'est pas un one-shot. C'est possible de revenir et de réfléchir et de relire le chat et de se dire « Ah ouais, machin ». Je trouve que c'est ce qui rend l'outil aussi un peu pertinent, vu que la conscientisation des violences peut être assez longue. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Gouinement lundi, votre phare dans la nuit.